Howard, bonjour. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro du Forum Ado. Cet après-midi, nous parlerons essentiellement d'entrepreneuriat, ses enjeux, ses opportunités, ses stratégies. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est proscrit. Vous êtes Howard, je suis Marvin. Je vais vous présenter nos invités du jour. Alors, chers tous, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Howard. Alors, comment allez-vous? Ça va très Ça va bien. bien. Ça va. Bien, merci. Ça va. Alors, on commence par qui, puisque tout le monde va bien? Écoutez, elle est à ma droite. Mademoiselle Ovina Mallory, bonsoir. Bonsoir Marie. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, nous Merci. sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé pour moi. Alors, vous êtes rédactrice web. Oui, je suis rédactrice web au compte de plusieurs magazines, dont un en particulier qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, pour les Africains. On touche beaucoup au domaine des Africains. Voilà. Après, il faut dire qu'on vous a vu au concours d'art oratoire prix Charlie Chaplin l'an passé. Oui. Donc, vous j'ai savez bien participé au écrire et vous concours. savez aussi bien parler. En fait, j'ai la passion pour les mots. Ah, c'est formidable. Et c'est dire que vous avez eu un deuxième prix, vous revenez là-dessus? Oui, le deuxième prix, ça s'est bien passé. En fait, ça a permis qu'on me découvre autrement, en fait, parce que je suis toujours derrière mon ordinateur et là, j'étais devant la caméra. Alors, on va regarder ta prestation au concours, on va regarder ton blog et ça, on fera un seul. Alors, à ta droite, nous avons Monsieur Ibaré Wilson. Bonsoir à vous. Bonsoir monsieur. Monsieur Ibaré, très belle tenue. Merci. Alors, il faut le dire, vous êtes étudiant actuellement et vous faites dans la gestion touristique et hôtelière. Oui. Alors, en parallèle, vous êtes patron d'une structure que vous-même vous avez montée, que vous appelez le Parisien Royal. Oui. Comment ça se passe là-bas? Au Parisien Royal, ça se passe très très bien. C'est une agence événementielle qui fait dans le tourisme culturel et à tout ce qui concerne les mariages, les manifestations et tout se passe très très bien. Et Vraiment, vous avez c'est- des jeunes gens avec qui vous travaillez? Oui. Je pourrais dire 20 personnes qui travaillent 20 avec moi. personnes. Oui. Des Ah, jeunes donc vous êtes chef Gabonais très d'entreprise, dynamiques. Oui, bien sûr. C'est formidable. Alors, face à toi, nous avons une charmante demoiselle. Elle est très belle. Son teint est dû au fait qu'elle est à cheval entre deux pays, notamment la Centrafrique et le Congo-Brazzaville. Yashmina Solé, bonsoir à vous. Bonsoir Howard. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Ah ben moi je suis en forme cet après-midi, merci bien. D'accord. Nous sommes contents de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors vous choisirez la langue. Et si, puisque vous nous venez de Brazzaville, et si vous saluez le peuple brazzavillan en lingala, Oh, qu'est-ce que ça donne? beauté. Ah c'est doux. Oui. Écoutez, profitez pour saluer le peuple centrafricain en sango. Alors, mi barala kwe, depuis Nakodrochala. Ah, elle se sent mieux à l'aise en Centrafrique, c'est formidable. Alors à ta droite, nous avons un monsieur. C'est monsieur Geoffrey de Mayossa. Bonsoir à vous. Bonsoir Howard, bonsoir à tous. Alors vous avez un parcours assez spécial parce que vous êtes auteur, conférencier, membre du réseau Yali Network. Vous êtes conseiller d'exploitation, non, conseiller en gestion et création d'entreprise. Vous êtes fondateur et directeur d'exploitation de la start-up Yira Webzine. Oui. Monsieur Mayossa, 26 ans, c'est beaucoup de choses maintenant. Mais non, c'est peu. C'est vrai, beaucoup de gens ont souvent tendance à se dire waouh, mais c'est énorme. Après, il y en a qui ont moins que moi, qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, qui ont fait plus. Et puis derrière, c'est beaucoup de labeur, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices en fait. Ok. Donc je pense que tout au long de l'émission, on en reviendra. Donc on va en parler de long en large. Donc c'est pas un parcours d'un claquement de doigts, non, c'est du boulot, c'est du travail derrière. Alors, chers téléspectateurs, nous parlerons d'entrepreneuriat aujourd'hui. Démarrons cette émission avec cet élément. Jusqu'en juin 2015, l'État mauritanien rachetait la totalité de la production des riziculteurs mauritaniens. L'arrêt de cette politique a créé beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes au niveau des riziculteurs mauritaniens. Et moi, je viens d'une famille assez liée à la riziculture en général. Et donc, c'était une opportunité pour mes partenaires et moi de promouvoir le riz mauritanien et de promouvoir et de commercialiser le riz mauritanien. Et ce que Marondiawan fait, en gros, c'est de racheter le riz paddy avec les producteurs locaux, pas juste à Tekan, dans les environs et majoritairement au Trarza. On prend le riz, ensuite on l'emmène à l'usine où il est décortiqué soigneusement dans les usines à Rosso jusqu'à maintenant, mais très bientôt ça sera dans nos usines à Tekan, nos propres usines, Inch'Allah. Et ensuite, ce riz, après avoir été bien décortiqué, il est en sachet et envoyé à Nouakchott, Nouadhibou et Zouérat pour une commercialisation. Et donc on offre ces produits dans différents formats, en sac de 5 kg,
en sacs de 10 kg et en sacs de 25 kg, dans des emballages attrayants et solides. Et ce, à des prix compétitifs pour répondre aux préférences, aux exigences et aux besoins de nos clients. En outre, Marundiawan est aussi issu du commerce équitable parce que nous faisons travailler sur toute la chaîne, nous faisons travailler les gens de la commune en ce qui concerne les ouvriers locaux et aussi le vannage par les femmes. Le vannage du riz paddy est aussi fait par les femmes des alentours. En fait, les Mauritaniens consomment à peu près 120 000 tonnes de riz blanc par an et la production locale ne représente que 50%, voire moins. Donc l'objectif, ce serait que les Mauritaniens consomment essentiellement du riz local, du riz mauritanien. Et donc on préfère se concentrer sur notre marché avant d'exporter. Alors nous parlons d'entrepreneuriat aujourd'hui, Monsieur Mayossa. Entrepreneuriat, qu'entendez-vous par là? Bon, déjà, il faut savoir que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, Okay. on parle à toutes les activités qui concourent à la formation et à la création de valeur, donc de l'emploi et de la richesse. Cela touche également des organismes à but non lucratif comme voilà, les incubateurs par exemple, voilà, qui font dans l'entrepreneuriat social. Maintenant, après, chacun peut avoir une approche très différente du concept d'entrepreneuriat selon le vécu de tout un chacun. Alors écoutons alors ce que Yashmina pense. Alors, Monsieur Howard, personnellement, pour moi, l'entrepreneuriat, en fait, c'est une personne qui est prête à mettre en œuvre, en fait, mettre en jeu sa Ok. carrière, sa sécurité financière, afin de mettre en œuvre une idée, tout en mettant son temps et du capital pour une entreprise qui est risquante quand même. Vraiment risquant. Oui, voilà. Alors face à toi, nous avons Monsieur Ebaré. Vous avez 20 personnes qui travaillent à vos côtés. L'entrepreneuriat, comment vous l'entendez? Bon, personnellement, l'entrepreneuriat pour moi, c'est une personne dynamique. C'est-à-dire, un entrepreneur, c'est cette personne-là qui a d'abord une idée. Ok. Est-ce que vous voyez? C'est cette personne qui a d'abord une idée, qui met en place l'idée et qui réalise. C'est une personne dynamique, déterminée en fait. Et il faut dire qu'une personne qui a d'abord une idée Une et personne finalement qui a d'abord... qui réalise, il y a un chemin Exactement. entre l'idée et la réalisation, Monsieur Ebaré. Uh-huh. C'est la difficulté. On en reviendra. Ovina Mallory, qu'est-ce que vous entendez par Bon, entrepreneuriat? j'ai une approche un peu différente de l'entrepreneuriat parce que pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas... Je dirais que l'entrepreneur n'est pas le créateur d'entreprise Ok. forcément. Je veux dire que l'entrepreneur, c'est toute personne habitée par une idée qui a envie de la réaliser et qui se donne les moyens de pouvoir la faire vivre. Voilà ce que je pense en fait. Monsieur Mayossa, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Malheureusement, non. Ah, malheureusement non. Ouais, Ah malheureusement, ben, tout le non. monde a des idées? Oui, et Ok. encore que déjà, lorsque j'étais en train un peu de définir est-ce que c'est l'entrepreneuriat et non l'entrepreneur, donc j'essaie de définir ce que c'est l'entrepreneuriat, il faut savoir que la conséquence première lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, c'est la création de valeur. Et quand on entend création de valeur, on entend création de l'emploi et des richesses. Vous voyez un peu? Ok. Donc, ici, n'importe qui ne peut pas se lever et dire il peut être entrepreneur. On peut avoir des idées, on peut avoir 1000 idées, mais ça fait pas de nous, ça fait pas forcément que si on commence à toutes les concrétiser, à mettre sur papier, à business plan, etc., on commence à déposer des projets, ça peut ne pas forcément réussir parce que, comme elle disait, je pense que quelqu'un disait, c'est prendre des risques. Maintenant, après, il y a d'autres critères qui vont rentrer en compte. Donc, pour avoir une idée, n'est-ce pas? Et après, vous travaillez jour et nuit. Je ne sais pas trop comment vous pouvez travailler, mais il y a des organismes qui sont là qui peuvent vous aider à travailler votre idée, donc de l'idée à la maturité, donc à la création d'entreprise. Et il y a peu de personnes souvent qui arrivent à matérialiser leurs idées. Et après, il y en a également qui arrivent à créer, mais qui ne peuvent pas tenir parce que l'entrepreneuriat, c'est le monde du terrain et c'est totalement différent de ce qu'on peut parfois penser. Donc tout le monde ne peut pas forcément entreprendre, tout le monde ne peut pas forcément créer une entreprise. Non, c'est pas possible. Bon, après, on se rend compte qu'entre Monsieur Ebaré et vous, il y a peut-être deux approches différentes, sachant que vous, quand on parle de création d'entreprise, vous vous sentez à l'aise parce que vous avez la théorie. Or, ici, vous avez face à vous quelqu'un qui a une idée, qui a une passion, qui a un savoir-faire et qui finalement se retrouve à entreprendre. Monsieur Ebaré, quel a été votre point de départ? Bien, mon point de départ, tout a commencé.
C'est l'idée. Est-ce que L'idée. vous voyez? Vous savez, dans la vie, on ne fait pas des choses parce qu'il faut faire. Lorsqu'une personne a d'abord la passion de quelque chose, est-ce que vous voyez? Lorsque tu as la passion, la détermination de quelque chose, peu importe les obstacles, tu vas y arriver. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai commencé à travers cela, la passion. Et du coup, c'est vrai, d'autres personnes disent souvent pour entreprendre, il faut avoir de l'argent déjà pour entreprendre. Mais je prends mon cas, je n'ai pas... Lorsque j'ai commencé, je n'avais pas besoin d'avoir des sous pour commencer. Du coup, j'ai commencé par moi-même. Et le Seigneur m'a aidé et puis j'ai évolué comme ça. Alors, Monsieur Mayola, puisqu'on vous a à nos côtés, le point de départ de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est de façon théorique? Bah, déjà l'idée. Ok. Et il faut savoir que si vous n'avez pas de vision, si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez pas entreprendre. En fait, c'est un déclic. Vous pouvez être en train de regarder une émission, vous pouvez être en train de marcher, et puis paf, vous avez par exemple une idée qui vient en tête. Ok. Voilà, donc souvent c'est le point de départ parce que c'est la vision, c'est l'idée. Vous commencez à mûrir cette idée, vous commencez à vous voir dans le futur, vous commencez à vous voir en train de faire des choses dans le futur. Et là après, vous pouvez dire, pourquoi ne pas se lancer? En fait, c'est un risque qu'on essaie de prendre. Donc le point de départ, c'est forcément l'idée. On a forcément une idée pour laquelle on a envie de concrétiser, pour laquelle on a envie de créer une entreprise, pour laquelle on a envie d'investir. Mais sans idée, sans vision à court, moyen et long terme, on ne peut pas entreprendre. Alors moi, je veux le dire à sa place, parce que je me rends bien compte à l'écoute de ce que vous dites, que chacun a sa définition de l'entrepreneuriat. La jeune dame à votre gauche a une activité, elle est professionnelle, elle travaille quelque part, mais en parallèle, elle prend des tissus qu'elle revend un peu partout. Et je peux vous avouer que j'ai été un de ses acheteurs. Donc depuis Brazzaville, où elle se trouve, elle vend des pagnes qui arrivent jusqu'à Libreville. Est-ce que c'est pas de C'est une très bonne idée. Ça, ce sont des activités génératrices de revenus. Ah, là, on fait une différence entre l'entrepreneuriat et une activité génératrice de revenus. Bon. Parce que tous les jeunes gens qui font des petits commerces au quartier, vous n'êtes pas être chef d'entreprise, par exemple. Vous pouvez pas être entrepreneur, être chef d'entreprise, mais vous avez des activités qui vous permettent d'avoir des revenus. Ok. Donc, est-ce que ce n'est pas la finalité de l'entrepreneuriat? Oui, bon, après, si vous continuez, par exemple, vous vendez, comme la jeune dame, elle vend des pagnes. Après, demain, elle va se dire, bon, pourquoi ne pas être peut-être plus formelle. Donc elle va se dire, bon, je vais monter peut-être mon usine. Je vais, au lieu d'acheter par exemple des pagnes, je vais les faire fabriquer. Au lieu d'importer ci, d'importer ça, moi-même je vais tout faire sur place. Là, elle devient entrepreneur. Donc c'est-à-dire que là, elle est en train de créer de la valeur, donc de la richesse et de l'emploi. Parce que quand elle va peut-être se décider de créer cette usine-là, d'accord, qui va mettre en place tout ce qu'elle vend, du pagne, je ne sais pas trop comment ça se passe, forcément, elle aura besoin de la main-d'œuvre. Forcément, elle aura d'accord, dans ses devoirs, elle va payer en fait ses employés. Et donc là, on rentre dans le concept même de l'entrepreneuriat. Mais si par exemple, vous commercialisez des biscuits, des bonbons, des crêpes au lycée, dans une université, parce que vous souhaitez avoir du taxi, ça s'appelle avoir des activités génératrices de revenus. C'est un tout petit peu différent avec l'entrepreneuriat, mais ça peut être le chemin qui mène vers l'entrepreneuriat. En fait, il faut qu'on reste focalisé sur le thème même de l'entrepreneuriat. Okay. D'accord ? C'est l'ensemble des activités qui concourent à la formation et à la création des valeurs. Donc, emploi et richesse. D'accord ? Okay. Maintenant, c'est vrai, chacun peut avoir une approche très différente, mais il faut qu'on reste sur ce socle-là. Voilà. Et d'ailleurs, c'est à féliciter, c'est à encourager parce que dans nos activités des IRA entrepreneurs, lorsqu'on sillonne par exemple des universités, on interpelle beaucoup les étudiants. On sait que tout le monde, tous ne seront pas forcément des entrepreneurs, mais chacun de nous peut avoir une activité génératrice de revenus qui va permettre, pas forcément d'attendre que le 10 arrive pour avoir sa bourse, okay. Même pour des grandes personnes, pas forcément attendre que le salaire arrive pour avoir quelque chose en main, mais on peut développer d'autres activités qui peuvent nous permettre d'avoir des revenus. Alors Yashmina, comment vous vous positionnez par rapport à vos activités extra-professionnelles ? Alors, il a bien éclairé le sujet. En fait, il suffit pas d'avoir une activité qui te génère en fait des revenus. Personnellement, ce que je suis en train de faire, c'est juste en attendant, en fait, je suis en train d'épargner et pour à la longue ouvrir en fait pas une usine, ce serait trop, mais j'aimerais ouvrir un établissement où il y aura différentes marques. Donc en termes de bazin, il y aura du Getzner, Udine, Vlisco, etc. Et là, effectivement, je vais employer des gens et puis voilà. Très bien. Voilà. Alors Mallory, on sait que tu fais dans le digital.
tu n'as pas abandonné l'activité. Comment tu te positionnes par rapport à cette activité? Bon, déjà, j'aimerais revenir sur ce qu'on a pu dire parce que moi, mon approche de l'entrepreneuriat est vraiment différente. Ok. J'ai du mal avec le fait qu'on veut rendre la définition de l'entrepreneuriat un peu trop rigide. Voilà, pour moi, vraiment, l'entrepreneuriat va se définir avec déjà, premièrement, une personne, deuxièmement, une idée, et ensuite des caractéristiques qui reviennent toujours, la passion, la détermination, le travail. Pour moi, c'est ça une personne qui entreprend. Une personne peut être dans un boulot, peut être dans une entreprise, sous quelqu'un, mais être un véritable entrepreneur en fait, dans tout ce qu'il fait. Et c'est là que la notion d'intrapreneur est arrivée. Justement, parce que la personne se distingue tellement, a pris tellement le projet à cœur, tellement passionné, qu'on a même l'impression que c'est lui qui porte l'entreprise en fait. Donc moi, ma définition de l'entrepreneuriat est très différente. J'ai du mal avec le fait que je suis d'accord. C'est vrai, il faut créer de la valeur, créer de l'emploi. Il n'y a aucun problème, mais attention, en fait, il y a des entrepreneurs qui s'ignorent, en fait, qui ont vraiment les caractéristiques de ce que moi, je qualifierais d'entrepreneuriat. Alors, on a un entrepreneur qui réagissait. On peut le voir dans son sourire lorsque vous étiez en train de parler. Moi, je voulais juste ajouter ce que la dame venait à peine de dire. Je voulais ajouter ceci. En fait, l'entrepreneuriat, être entrepreneur, c'est être capable. Première chose, être capable de gérer l'homme. C'est-à-dire l'homme avec grand H, l'homme, homme et femme. Est-ce que vous voyez? Être entrepreneur, c'est capable de gérer l'homme. Pourquoi? Parce que tu peux avoir l'idée, tu peux avoir toutes les caractéristiques qu'il faut pour mettre en place, mais non, la partie qui reste vraiment très, très, très difficile, c'est gérer le personnel. Lorsque tu es une personne, parce qu'il y a des personnes, c'est-à-dire il y a des personnes facilement qui ont des responsabilités sans le savoir. Du coup, lorsque tu veux faire dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord avoir ce pouvoir-là, le pouvoir de gérer les hommes. Alors un petit secret, le pouvoir de gérer les hommes, c'est 20 personnes avec lesquelles vous travaillez. Monsieur Ebaré, comment vous faites? Lorsque chacun vient avec ses humeurs, lorsque chacun apporte ses problèmes de la maison dans le domaine professionnel, comment vous faites? Moi, je suis d'abord une personne très sympa. Okay. Voilà, j'aime tout le monde, voilà, et je suis très humble. Du coup, mon personnel, il regarde d'abord comment moi-même je suis. Du coup, ils sont obligés de suivre ma ligne. C'est vrai qu'il y a des personnes qui arrivent parfois difficiles parce que l'homme vraiment, c'est un être vraiment très très changeant, voilà. Il suffit de prendre le personnel, c'est comme un enfant. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'on a un enfant à la maison, tu dis à l'enfant, il ne faut pas toucher ici. Il ne va pas toucher. S'il touche une fois, tu corriges et puis il ne va pas toucher. Okay. Du coup, c'est comme ça que je gère mon personnel. Très, très... C'est vrai, à l'intérieur, j'ai des grands, plus âgés que moi, mon personnel. Mais lorsque je dis, c'est comme ça qu'on fait, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un règlement intérieur. C'est pas moi qui les respecte, mais il respecte les règles du travail. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je suis d'abord une personne qui aime la responsabilité. Ok. Ça un peu. Voilà. Alors, Monsieur Mayoussa, à l'écoute de ce qu'il vient de dire, on se rend bien compte qu'on peut rencontrer des difficultés pour atteindre ses objectifs. Quelles sont ces difficultés? Déjà, si vous me permettez, sur le plan fiscal, parce qu'après 20 personnes à sa charge, il faut payer les impôts. Certainement, la patente guette. Déjà, ce que je sais pas trop, je ne connais pas la constitution de cette entreprise. Ok. Il faut savoir que sur le plan fiscal, d'accord? Okay. Sur le plan fiscal, vous savez, en fait, il y a des gens qui sont vraiment assez flexibles. Non. Ah pas non du tout. Non, les textes ne sont pas. Au jour d'aujourd'hui, les textes ne sont pas flexibles pour permettre l'éclosion de l'entrepreneuriat de notre pays ou dans certains pays africains. Bon, peut-être flexible, ça passe pas. Est-ce que c'est favorable à l'entrepreneuriat? Non, par exemple. Ah ben ça, c'est dur, ça. C'est très dur parce que nous qui travaillons derrière, c'est vrai, je suis également sur le terrain, mais nous qui travaillons derrière, sur l'aspect fiscal par exemple, vous pouvez avoir, pour ne citer que le cas du Gabon, vous pouvez avoir plus de 5 administrations, d'accord, qui ont des mêmes missions, qui ont des mêmes prérogatives. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire, vous êtes une entreprise légalement constituée. Je peux citer quelques taxes, d'accord? Si vous me permettez. La taxe sur la propriété. D'accord? Si vous avez une entreprise, vous devrez payer 24 000 par personne. Donc, si vous avez 20 personnes, ça veut dire que vous allez payer 24 000 par personne chaque année. Pour ne citer que cette taxe-là. Alors, des pays tels que le Gabon, on encourage l'entrepreneuriat.
on encourage l'éclosion de l'environnement entrepreneurial. En même temps, c'est asphyxier le chef d'entreprise parce que si c'est lui qui doit payer, n'est-ce pas, encore cette taxe-là. Et ce n'est pas tout. Si vous êtes dans le cas, par exemple, de la restauration, là, c'est encore, c'est énorme parce qu'il y a les taxes liées, par exemple, au vaccin. D'accord ? Il y a des taxes liées à l'hygiène, au vaccin. Tout, par exemple, parfois, ça peut être à la charge de l'employeur. Il y a plusieurs taxes. Et vous pouvez avoir plus de 5 organismes, 5 administrations qui peuvent effectuer ces mêmes contrôles-là. Ces mêmes contrôles-là de façon répétitive. Donc ça veut dire que moi, en tant que chef d'entreprise, si on m'encourage à recruter déjà dans mon entreprise, vous m'encouragez à recruter dans mon entreprise et c'est encore moi qui dois payer ces taxes-là. Vous voyez que l'environnement n'est pas forcément favorable à l'éclosion de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi. C'est pourquoi vous constaterez qu'il y a plusieurs personnes qui abandonnent à mi-chemin. Parce qu'ils se rendent compte qu'après avoir travaillé pendant près de 10 ans, 15 ans dans l'informel, il faut travailler maintenant dans le formel. Par l'informel et... Mais je vous assure que je ne veux c'est pas pas dire facile. légitime, mais ça a sa place en fait. Pas que Un ça a sa enfant place. avant qu'il ne naît, avant qu'il ne soit pas que déjà ça a sa enfant, place, il passe par je ne dirais une pas- étape embryonnaire. Est-ce que cet embryonnaire-là, cette enfance n'est pas permise? En tant qu'homme de loi, Est-ce je qu'on ne dirais- pourchasse directement une entreprise qui vient de naître, qui cherche encore ses repères? En tant qu'homme de loi, je ne dirais pas que l'informel a sa place. Ok, d'accord, c'est vrai, ça peut avoir sa place dans l'économie, dans une certaine mesure. Ok, d'accord. Mais travailler dans l'informel n'est pas toujours une bonne chose parce que souvent, pour les prestataires de services qui peuvent offrir leurs services aux entreprises, ces entreprises-là qui paient des impôts peuvent refuser de travailler avec vous parce que vous n'êtes pas immatriculé. Parce que si vous, quand vous allez travailler ensemble, forcément, vous allez donner des factures et ils vont devoir payer par exemple des taxes. Mais si vous déjà vous n'êtes pas, vous n'êtes pas enregistré, vous n'êtes pas immatriculé et que eux ils paient des taxes, ça va être un peu difficile par exemple. Donc il y a certaines entreprises, moi je veux vous dire, quand on a commencé avec IRA Webzine, si je peux faire ce petit témoignage là, j'ai rapidement rencontré, donc on a commencé à faire du prospect, on a commencé à faire du prospect, puis je suis allé dans une banque de la place et je me suis dit bon, il est peut-être temps que j'ouvre le compte bancaire de ma structure, donc de ma start-up. Je suis allé, en y allant, j'ai vu le gestionnaire, je lui ai dit bah tiens, j'ai une start-up, j'aimerais ouvrir le compte bancaire de ma start-up. Et il m'a dit, ok d'accord, est-ce que vous avez 200 millions par exemple pour ouvrir le compte de votre start-up? J'ai dit, c'est pas possible parce que c'est une start-up et on ne peut pas avoir 200 millions. Et même dans mon business plan et dans les documents qui sont demandés par les banques pour le financement, je ne peux pas gonfler des chiffres et arriver après 200 millions. Ce n'est pas possible. Puis il y a un monsieur qui est rentré, qui cherchait les services dont nous on proposait. Je n'étais pas encore légalement constitué, d'accord. Je lui ai présenté la start-up IRA Webzine et ce qu'on faisait. Il était très intéressé. Le lendemain, donc on se donnait le rendez-vous. Tout est allé très vite et on avait un contrat, si je peux me permettre de le dire, de près de 7 millions 20 000. Près de 7 millions 20 000. Donc je suis arrivé dans ce bureau, dans le bureau de monsieur avec mon collaborateur. Et quand nous sommes arrivés, au moment de signer justement... Au moment de signer le chèque, donc le monsieur, il regarde la facture et il va demander où est le NIF. Le numéro d'identification fiscale. Où il est. On ne l'avait pas. Il n'existait pas d'ailleurs. Il n'existait pas. Donc voici comment 7 millions 20 000 nous sont passés. En fait, au moment où il a demandé où est le NIF, mon collaborateur et moi, on s'est regardé et on s'est rendu compte qu'on venait de perdre un marché de près de 7 millions 20 000 francs CFA en période de crise. Donc travailler dans l'informel, ce n'est pas toujours une bonne chose. Parce que quand vous travaillez dans l'informel, vous ne payez pas des impôts, vous n'êtes pas... En fait, on ne vous connaît pas dans le fichier fiscal. Vous n'existez pas. Donc vous exercez en toute illégalité. Voilà. Et ce n'est pas toujours une bonne chose. À l'opposé, vous avez nos gouvernants qui disent non, bah écoutez, il faut travailler dans le formel. Mais après, vous vous rendez compte que quand vous vous constituez légalement, il y a d'autres problèmes qui sont là, qui existent, qui sont surtout liés aux taxes. Et ce qui tue, par exemple, un pays comme le Gabon, il faut le dire ouvertement, ça nous empêche d'œuvrer, ça empêche nos jeunes pousses, nos entrepreneurs, franchement, d'émerger. C'est parce qu'il y a trop de taxes. Et je vais vous dire une réalité, trop de taxes tuent les taxes. Et c'est ça le problème. Parce que plus il y a des taxes, bah, écoutez, moi, je vais refuser de payer plus de taxes. Dans une situation de crise, il faut qu'on paye les taxes, il faut qu'on paye ici, il faut qu'on paye ça, il faut qu'on paye ici. Après, il faut également payer les salariés.
c'est énorme. Et je pense que c'est également l'occasion pour moi, d'interpeller, n'est-ce pas, ces gouvernants-là, ces personnes. Il faut qu'ils revoient la situation fiscale au niveau de l'entrepreneuriat. Il faut qu'on adopte un cadre légal pour favoriser l'éclosion, le paysage, l'environnement entrepreneurial de notre pays. Mais attention, il n'y a pas que le Gabon ou encore d'autres pays qui sont en train forcément de travailler. Il y a d'autres pays, je pense que tout au long de l'émission, je prendrai quelques exemples de certains pays qui franchement, on n'en parle pas trop, mais qui font figure d'exception. Moi, je voulais ajouter ce que le monsieur disait à ce qui concerne les taxes et tout ce qu'il faut voir dans l'entrepreneuriat. Moi, je disais, la meilleure des choses lorsqu'un jeune veut faire quelque chose, est-ce que vous voyez, lorsqu'il veut faire quelque chose, le but n'est pas, l'État n'est pas, c'est-à-dire, c'est pas aussitôt qu'il faut poursuivre le jeune entrepreneur parce qu'il faut payer les taxes, il faut payer ceci, il faut payer cela. Non. Voilà pourquoi il y a plusieurs qui n'arrivent, mais comme le disait le monsieur, qui n'arrivent même plus à avancer. Est-ce que vous voyez, lorsqu'une personne a une idée, cette personne a vu réaliser une affaire, laissez d'abord ce jeune avancer quelque temps. Moi, lorsque j'ai commencé, je ne payais pas les taxes. Combien d'années d'expérience jusqu'ici? Bon, 4 ans que l'entreprise existe. Okay. Mais je suis à plus de 10 ans dans le métier. Est-ce que vous voyez? Lorsque j'ai commencé, mon idée n'était pas directement, je dois déjà aller chercher les papiers. Est-ce que vous voyez? Sinon, si je gagne d'abord déjà combien que je vais déjà chercher les problèmes avec l'État. Oui, j'apprends venant du monsieur parce qu'il dit il y a plusieurs taxes. Or que moi, ce que moi m'a présenté, on m'a même présenté, ce n'était pas nombreux, mais il dit il y a plusieurs. Est-ce que vous voyez? Donc ça vous a dit par là que je vais apprendre quelque chose. Et où je suis là, je suis en pleine démarche à ce qui concerne les papiers. Parce que ce qu'il dit, les marchés, lorsque tu pars dans les entreprises, je vous prends l'exemple comme le 1er mai. Ok. Pareillement, moi j'ai raté un grand marché le 1er mai à BGFI. Ah ben c'est désolant ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais lorsque je suis là, c'est-à-dire, ils ont regardé mon travail. Vraiment, ils ont regardé, ils ont dit, mais ça, c'est le travail qu'on veut ici. Mais comme je n'avais pas un numéro, malgré que j'ai montré les papiers qui sont déjà en cours, ils ont dit, oh non, voilà, c'est en réalité, c'est vrai. Justement. Mais vous voyez que s'il faut déjà dire en tête qu'un jeune commence à faire quelque chose, du coup, il doit déjà aller chercher les problèmes avec l'État, mais il ne va pas avancer. Sachant que, comme disait le monsieur, il faut payer le personnel, il faut payer le matériel, il faut payer ceci, cela. S'il faut déjà oublier le loyer aussi, les impôts par-ci, par-là. Ben, c'est compliqué. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit, ce qui est sûr, c'est qu'on peut rester dans l'informel un temps, mais pas à vie. Il y a des personnes qui vivent dans l'informel à vie. Mais une bonne entreprise, lorsque tu veux qu'on te respecte, c'est de vivre dans le formel. Dans le formel. Est-ce que vous voyez? Mais dire maintenant qu'il faut maintenant, à peine commencer, tu cherches déjà les problèmes, tu vas abandonner. Est-ce que vous voyez? La meilleure des choses, c'est de laisser d'abord la personne chercher. La dernière fois, je suis allé ministère PME là, voilà. Eux là-bas, ils m'ont dit, la meilleure des choses, chercher d'abord le fond avant de venir chercher les problèmes avec l'État. Est-ce que vous voyez? Moi, j'avais vraiment aimé ce monsieur dans le bureau. Lorsqu'il me l'a dit, il m'a dit, cherchez d'abord le fond. Lorsque vous allez avoir un bon capital, là maintenant, vous venez maintenant. Parce que c'est bon de vivre dans le formel. Mais après, maintenant, tu es déjà jusqu'ici. Alors, ces 7 millions que M. Mayossa a raté, vous, c'est un montant point d'interrogation, on va le dire comme ça. Moi, c'était vraiment... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Mais après, j'ai compris, malgré que moi, j'avais déjà commencé à faire des papiers, parce que c'est cette année que je suis en train on va me dire, voilà, l'agrément et tout ça. Mais sinon, moi, je n'étais pas pressé pour ça. Parce que le plus important pour moi, c'était d'abord, parce que quand on est jeune africain, et moi je suis gabonais, quand on est un jeune gabonais, ceux qui dirigent le pays doivent d'abord pousser la jeunesse à faire des choses. Ils le font. Maintenant, s'il faut faire déjà qu'on va harceler le jeune gabonais, c'est amener la personne à la débauche. Ils le font et ce ne sont pas les textes qui sont nouveaux. La majorité des textes sont les textes qui peuvent dater 2009, antérieurement. Voilà. Donc c'est des textes qui existent, mais qui, j'ai envie de dire, ne sont pas très bien encadrés avec les réalités du terrain, par exemple. Exactement. Avec les réalités de ce que nous vivons au quotidien. D'accord ? Déjà, il y a plusieurs services, il y a plusieurs
j'ai envie de dire, il y a plusieurs critères par exemple. C'est vrai, l'informel, oui, mais après il y a un problème. Parce que n'oubliez pas que les entreprises, par exemple, avec lesquelles vous voulez travailler, sont légalement constituées. Donc, elles paient des impôts. Maintenant, c'est pas, on ne dit pas que, bon, ben voilà, écoutez, l'État doit vous poursuivre. Non, mais à un moment donné, il faut que vous mettiez que vous mettez face à vos responsabilités. Donc, c'est-à-dire, la société doit être légalement créée. Là-bas n'est même pas le problème. En fait, le problème ne se trouve pas au moment de la création de l'entreprise, à l'ANPI, qui est par exemple l'organe par excellence création d'entreprise ici au Gabon, que je salue au passage parce que les formalités ne sont plus comme avant avec le CDE par exemple. Mais c'est que sur les textes, il existe des textes qui sont très vieux et j'ai envie de dire qui sont presque en train, qui doivent même tomber en désuétude. Voilà, en fait, ces textes sont là, ne cadrent pas forcément avec la réalité du terrain et il faudrait que ces gouvernants-là revoient ces taxes-là. Il faut qu'ils revoient ces taxes-là qui ne favorisent pas, comme je le disais, l'éclosion de l'entrepreneuriat au niveau local. Parce que le monsieur disait par exemple, il faut qu'ils encouragent. Ils le font déjà. Depuis pratiquement 3, 4, 5 ans, c'est la musique. Entrepreneuriat, mais après, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on dise, écoutez, l'entrepreneuriat, oui, c'est vrai, mais il faut des mesures d'accompagnement flexibles, des mesures d'accompagnement qui permettent à un jeune d'éclore, de vivre le rêve, d'accord, qu'il veut vivre avec son entreprise. Il faut qu'il soit à l'aise, il faut qu'il pêche ses factures, il faut qu'il nourrisse sa petite famille, il faut qu'il soit heureux, il faut qu'il soit à l'aise, il faut qu'il gagne sa vie avec son entreprise et non en nourrissant les impôts. Écoutez, il y en a tellement que je dis trop d'impôts tue les impôts. Et je veux dire quelque chose d'autre sur la situation fiscale au niveau local. Il y a un livre que je suis en train de travailler justement pour mettre au courant, d'accord, toutes ces personnes-là, tous ces jeunes-là qui veulent se lancer en entrepreneuriat. De ne pas tomber dans nos pièges. Oui, l'entrepreneuriat, je peux. Mais attention, derrière, il y a des choses que forcément, vous ne connaissez pas, mais que nous allons mettre à disposition des entrepreneurs. Ils vont consulter. C'est un livre sur la fiscalité au niveau de l'entrepreneuriat au Gabon. Donc, c'est un livre que nous sommes en train de travailler et nous allons mettre à disposition de tous ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat, de le consulter, s'il vous plaît, parce qu'il y a des pièges à éviter et il faut être bien informé avant de prendre la décision de se rendre à l'ANPI, de créer sa structure, etc. C'est franchement, il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Alors, mais puisqu'on a la faveur d'avoir Yashmina Solé à notre gauche, à votre gauche notamment, Yashmina, dis-nous, on parlait en termes de millions tout à l'heure entre le monsieur qui a raté 7 millions et l'autre qui en a raté certainement 14, puisqu'on parle d'une banque assez sérieuse de la place. Dis-nous, est-ce que l'activité des startups, des petites structures à Brazzaville, leur activité vraiment se font ressentir sur l'économie du pays? Que ça se fait ressentir, c'est-à-dire c'est demander, est-ce que le poids, en termes de poids financier d'une entreprise, d'une start-up, d'une petite entreprise, joue considérablement sur l'économie du pays? Est-ce qu'elle contribue à l'économie du pays? Bien sûr qu'elle contribue. J'aimerais parler un peu de mon expérience à moi particulièrement, parce que lui, il a perdu, je sais pas moi, combien de millions à BGFI, et l'autre 7 millions. Moi, comme il le disait tout à l'heure, je travaille pour une structure qui est une agence en fait de communication marketing. Et je pense que la structure, en fait, elle existait il y a longtemps, mais quand j'ai commencé, on a commencé le département commercial nouvellement, donc ça a commencé avec moi. Et j'ai rencontré ce problème à 2 reprises. C'est-à-dire, je suis allée dans 2 structures de la place, dans BGFI et Rwandair. Et les 2 sociétés m'ont demandé les documents juridiques de ma société pour pouvoir signer avec moi. Bah, là où je vous parle, je n'ai toujours pas eu ces documents juridiques. J'ai fait la demande au niveau de la direction, on ne me les a pas toujours remis parce que justement, c'est en cours. Et suite à ça, j'ai raté 2 contrats. C'est lourd parce que Rwandair voulait signer 1 année. Et BGFI, ils m'ont pas dit, ils ont dit c'est suite à l'analyse du dossier qu'ils vont décider. Donc c'est lourd. Et nous, chez nous, les insertions, c'est un magazine. Chez nous, les insertions, c'est à 1,5 million la page. Donc imagine combien de pages et l'année.
Donc personnellement, quand vous en parlez, je me dis donc en fait c'est les mêmes réalités un peu partout. Que ce soit au Gabon, à Brazza, et je suis sûre que même en RCA, c'est pareil. Bien sûr, bien sûr. Pour revenir le secteur informel, le secteur formel, c'est qu'il faut regarder à la réalité du terrain, en fait, là où on est. Je suis sûre que c'est une évidence, en fait. Ici, au Gabon, pour parler de Libreville, il y a plusieurs entreprises qui sont dans l'informel. La majorité des entreprises sont dans l'informel. Il y en a qui naissent dans l'informel, qui meurent dans l'informel, qui passent 10 ans, 15 ans là-dedans. Et on doit se poser la question, mais pourquoi, en fait ? Pourquoi il y en a qui ont bien envie en fait de rentrer dans les normes et commencer à signer des contrats, mais ils préfèrent même rester encore dans l'informel parce qu'ils se rendent compte que c'est trop difficile en fait. C'est énorme en fait. C'est énorme. Et ça dépend aussi de l'activité. Et donc c'est au gouvernant de revoir ça parce qu'on ne va pas imposer à une personne qui a juste envie de faire du business pour payer ses factures d'aller encore s'asphyxier avec des taxes incroyables quoi. Si je peux prendre la parole, c'est un problème qui est très sérieux. C'est très sérieux parce que vous vous rendez compte que ça nous empêche de... Bon, c'est vrai, Ira Obzaïn est légalement constitué, mais moi je connais par exemple beaucoup de personnes qui sont contraintes de travailler dans l'informel parce qu'elles ne peuvent pas s'acquitter de forcément toutes ces taxes par exemple. C'est énorme, c'est énorme. Alors que si j'ai le chiffre en tête, je pense que en Afrique, je pense que ce qui fait l'économie d'Afrique, c'est près de 80% sont des PME qui font l'économie d'Afrique. Donc ce sont des petites entreprises là justement qui font beaucoup sur l'activité économique. Donc c'était pour répondre à la question que vous avez posée à la demoiselle. Oui, justement, les PME, les startups jouent un très grand rôle dans l'économie d'un pays. Monsieur Mayoussa, si vous permettez, est-ce que quelque part on ne peut pas dire que l'entrepreneuriat c'est un échappatoire pour les diplômés? Ah non, pas pour les non-diplômés, parce que quand on regarde au Nigeria, on regarde au Rwanda, ces pays qui ont une forte économie, où les startups sont vraiment assez dynamiques, on se rend compte que ce sont des gens qui n'ont pas toujours des masters, qui n'ont pas toujours des doctorats, mais qui réussissent dans la vie et qui brassent beaucoup Je vais, oui, bien sûr, très cher Howard, je vais dire quelque chose qui est vrai. Okay. Prenons le cas du Gabon. La culture entrepreneuriale n'est pas ancrée dans nos mœurs. En fait, ce n'est pas une culture chez nous. Et vous vous rendrez compte, vous vous rendrez à l'évidence que beaucoup de Gabonais, ce qui les intéresse, c'est la fonction publique. La fonction publique, parce qu'ils se disent c'est la garantie. À vie, vous allez avoir une retraite. Mais je vais revenir. Du coup, on se dit il faut faire de très longues études, encouragés d'ailleurs par nos parents, parce que nos parents nous encouragent à faire de très longues études, décrocher l'emploi dans l'entreprise de leurs rêves ou encore nos rêves, parce que parfois nos parents nous imposent leur choix, ou on peut se dire je suis petit, j'aimerais lorsque je serai grand travailler à BGFI. Donc il faut avoir par exemple un master en finance. Vous allez le faire parce que nous sommes dans un pays où la fonction publique est pratiquement le premier pourvoyeur d'emploi. J'ai envie de dire c'est le premier. Justement, on a l'impression que ça devient comme une échappatoire, mais ce n'est pas le cas. En principe, on ne peut pas voir l'entrepreneuriat comme tel. Parce que quand on regarde des économies, si j'ai envie de dire comme le Rwanda, le Botswana par exemple, l'Éthiopie, ce n'est pas forcément la fonction publique. Le Nigeria aussi, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui ont eu des idées et qui ont concrétisé leurs idées, qui ont créé leurs entreprises, qui font vivre plusieurs familles et qui pour la plupart n'ont pas toujours qui n'ont pas toujours appris, qui n'ont pas forcément de master ou doctorat. Mais chez nous, ça devient en fait, c'est quand vous avez raté votre vie. À l'époque, on disait bon mais quand tu as raté ta vie, tu vas à l'armée. Maintenant, des gens quand tu rates ta vie, c'est l'entrepreneuriat. Et après, on passe se cogner la tête parce qu'on se dit si j'ai pas pu entrer à la fonction publique, l'échappatoire, c'est l'entrepreneuriat. Non, il ne faut pas qu'on ait ce regard en ce qui concerne l'entrepreneuriat. C'est ici au Gabon où on se dit la fonction publique peut tout faire. D'ailleurs, elle est débordée. Plus de recrutement jusqu'en 2022. D'accord ? On est en train de pousser les gens à la retraite anticipée. Et le seul, je dis,
s'il y a une voie royale à laquelle les gens doivent se tourner, ou encore que les Gabonais doivent inclure dans leur mentalité, comme nos frères ouest-africains, qui ont ça dans l'âme, qui ont l'entrepreneuriat dans l'âme. Il y en a qui ont appris, qui ont des masters, qui ont des doctorats, mais après qui se sont rendus compte que, écoutez, au lieu de travailler pour la fonction publique, je peux créer ma structure pour aider de nombreuses familles, par exemple, parce que ça va forcément créer de la valeur, donc la richesse et de l'emploi. Donc ce n'est pas forcément le fait d'avoir un master. Déjà, il y a quelque temps, j'ai rencontré une entrepreneur qui me disait, tiens, monsieur Geoffrey, je connais des jumelles qui ont appris dans une école de la place. Elles ont eu leur master en finance, mais après, elles n'ont rien fait avec parce que elles ont créé leur business et elles sont très connues ici au Gabon. Elles sont en train, franchement, d'émerger. Elles sont en train de sortir de l'ordinaire. Voici des gens qui ont payé des millions dans leur école. Je ne dis pas que ça ne va pas leur servir. Attention, l'éducation professionnelle est très importante, mais l'éducation financière est aussi importante. Enfin, pas mais, parce que le mais vient mettre en opposition. Donc j'ai envie de dire, l'éducation financière est aussi importante dans notre vie professionnelle. Donc, vous voyez par exemple ces personnes-là qui ont eu leur master dans une grande école, après se sont dit, à quoi ça sert forcément de courir derrière une entreprise? À quoi ça sert d'avoir des CV, de les déposer partout quand moi je peux avoir cette entreprise, quand moi-même je peux détenir cette entreprise? Et elles ont créé leur propre entreprise et qui marche très bien. Et il faut que des Gabonais suivent ce modèle, par exemple. Vous voyez? Donc il faut que des Gabonais suivent ce modèle. Donc, pas forcément master, doctorat, et on va s'accrocher. Non, il y en a qui n'ont pas forcément des masters, des doctorats, pas de licence, mais très franchement, qui font vivre plusieurs économies. On a bien compris, M. Barré. Oui, c'était pour ajouter ce que le monsieur vient à peine de dire. Comme je disais depuis le début, l'entrepreneuriat, c'est une passion. Est-ce que vous voyez? Être entrepreneur, c'est d'abord d'avoir la passion. Il faut d'abord avoir la passion. Comme disait le monsieur, on pense ici, chez nous ici au Gabon, que tu peux avoir le master, tu peux avoir tous les diplômes qu'il faut, mais tu peux rester à la maison, tu ne fais rien. Mais un entrepreneur, c'est cette personne. Je prends mon cas. Moi, j'aime bien prendre toujours mon cas. Moi, je suis en 2e année à l'université. Est-ce que vous voyez? Mais je n'ai pas arrêté l'école, mais je suis un entrepreneur. C'est question de volonté, de détermination. Parce que on ne peut pas être entrepreneur parce que tu as vu l'autre faire. Non, c'est question de passion, c'est question de volonté. Moi, je suis étudiant en 2e année, je n'ai pas arrêté l'école, mais j'avance. Parce que moi, ma philosophie, c'est celle-ci. J'ai toujours dit, pour moi, il est difficile pour moi de travailler pour une personne. Si j'attends le poste dans mon pays, je vais vraiment beaucoup attendre. Je préfère être patron de moi-même pour créer des entreprises, pour employer des jeunes Gabonais pour venir travailler. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme disait le monsieur, tu peux avoir tous les diplômes, mais tu n'avances pas. C'est question de passion. Lorsque tu as la passion de la chose, vraiment, les portes s'ouvrent. Surtout quand tu aimes d'abord la chose. Est-ce que vous voyez un peu? On ne peut pas devenir entrepreneur parce que tu as vu l'autre et devenir entrepreneur. Il y a même des entrepreneurs qui n'avancent pas. Il y a des entrepreneurs qui n'avancent pas. Il te dit l'entrepreneur, mais il n'avance pas. C'est question de volonté. Tout se passe dans le cœur. Lorsque tu aimes ton activité, les portes s'ouvrent et tu avances. Peu importe les obstacles, tu vas y arriver. Moi, c'est ça ma philosophie. Parce que j'ai toujours dit, je ne rêve pas d'attendre un poste dans mon pays. Mon poste, c'est moi-même. C'est très clair. Alors Yashmina, dis-nous, au niveau de Brazzaville, comment ça se passe? Est-ce que cette culture entrepreneuriale, on la retrouve au niveau de la jeunesse? Alors, oui. Et j'aimerais un peu rejoindre la dame parce que ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est très important. Okay. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément créer une société. On peut aussi exercer l'entrepreneuriat dans ce qu'on fait au sein d'une société déjà. Donc en ayant une passion, en s'affirmant, en prenant sur soi, en prenant sur soi ce qu'on fait. C'est comme si c'était toi, c'était ta société, tu es patron de cette société. Et chez nous, enfin à Brazza, c'est un peu comme ça. Tu verras, il y a plein d'agents ou des chefs d'entreprise ou je sais pas moi des responsables, mais si tu enquêtes bien, tu verras qu'ils ont d'autres activités à côté. Mais ils ont de la passion pour ce qu'ils font. N'empêche, ils créent des valeurs, ils créent des emplois, mais ils ont de la passion pour ce qu'ils font. Bien sûr. Oui, et ça c'est fréquent à Brazza. Alors Mallory, une figure entrepreneuriale en Afrique?
pense à Tony Elumelu. Ok, pourquoi? Je pense, parce que déjà c'est un emblème, on va dire. Je pense aussi à Linda Ekejo qui a commencé avec un blog. Et j'aime bien son parcours parce que aujourd'hui elle est en train de créer vraiment un empire en fait médiatique. Elle est en train d'avoir des chaînes de télévision, des émissions de télévision, etc. Mais ça a commencé avec un blog, en fait. Mais j'aimerais revenir, en fait, à ce dont on parlait tout à l'heure, l'échappatoire, en fait. Okay. J'aime bien le terme échappatoire parce que ça insinue qu'il y a une prison, peut-être, il y a peut-être un fardeau, il y a un joug qui est là. Et il faut dire que les études, l'école, ça peut être un fardeau, ça peut être un joug, en fait. Pourquoi on attend à ce que tout le monde ait un master, tout le monde ait un doctorat, une licence? Si toi, ton cœur bat pour la cuisine, va faire ta cuisine, en fait. Sois autodidacte, apprends. Aujourd'hui, il y a tout, il y a YouTube, il y a des livres, il y a tout ce que tu veux, tu apprends et tu réussis dedans en fait. C'est juste qu'au fond de l'être humain, on a toujours ce désir de vouloir être en sécurité et le papier, le diplôme en fait est une forme de sécurité pour nous de se dire au moins j'ai ça. Mais en fait, si tu as ça et ça ne te sert à rien, c'est pas la peine. J'ai interviewé plusieurs entrepreneurs et ce qui ressortait, j'ai bien aimé quand il a parlé tout à l'heure, c'était la passion. C'est la passion qui les a amenés à devenir ce qu'ils sont devenus. C'était pas les études, c'était pas le diplôme. Il y en a même qui ont fait finance. Après, ils vont. Je prends le cas d'Apérichi, Christelle Makaya. Après, elle s'est lancée comment on dit, à la restauration alors qu'elle n'a jamais été formée dedans, mais c'était une passion. Et aujourd'hui, ça devient ce que ça devient, juste par passion en fait. Donc, s'il faut parler d'échappatoire, mais échappons-nous. Échappons-nous. C'est bien compris. Alors, monsieur Barré, vous avez les papillons dans le ventre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je voulais ajouter ce que la dame disait lorsqu'elle disait que pas besoin d'avoir beaucoup de diplômes pour faire ce que tu veux faire. Ok. Est-ce que vous voyez? Si tu aimes la cuisine, fais la cuisine. Je prends l'exemple. Ici, dans notre pays, le tourisme n'est pas vraiment développé. Okay. Est-ce que vous voyez? C'est là, mais on fait comme si c'est là que réellement... Au fait, ça ne se voit pas. Moi, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, lorsque j'ai dit à mes parents que je vais faire dans la gestion touristique, on m'a négligé. Okay. Est-ce que vous voyez? Même certaines personnes ont dit non, mais ça n'avance pas et tout et tout. J'ai dit non, moi, c'est ce que je vais faire. J'ai dit je vais faire gestion touristique, en même temps gestion hôtellerie. Beaucoup de personnes ont négligé, mais sans savoir pourquoi moi j'ai accepté de faire ça. Parce que depuis d'abord mon enfance, depuis le lycée, c'est ce que je fais depuis longtemps. Du coup, lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat, je me suis directement lancé. Moi, j'ai toujours dit, je suis à l'université pour voler des connaissances, pour ajouter dans mon entreprise, pour que mon entreprise s'élève. Formidable. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour dire, on ne fait pas l'école seulement parce que tu cherches le papier. Surtout lorsque tu es un entrepreneur qui fait aussi en même temps l'école. Tu fais l'école pour prendre, pour ajouter dans ton entreprise. La preuve en est les stages. Les stages pour moi j'ai fait déjà des stages depuis dans mon propre entreprise. J'ai fait des stages. Je ne sais pas quel stage que je vais aller encore faire dans un hôtel, sachant que je travaille dans des hôtels à tout moment. Est-ce que vous voyez un peu? Okay. Là, je parle à ce qui me concerne, ma filière. Est-ce que vous voyez? C'est question de volonté. Lorsqu'on aime ce qu'on fait, peu importe la cuisine, tu aimes la cuisine, tu aimes la coiffure, fonce-toi dans ce que tu veux faire. Merci, monsieur Barré. Le temps court un peu plus vite que nous. Une figure entrepreneuriale, on va terminer avec cette question. Allez, il y a quand même un modèle devant vous qui vous a inspiré quand vous regardez ce qu'il fait. Ça vous pousse à vous relever chaque matin et à foncer dans votre activité. C'est-à-dire vous demandez une motivation? Si vous voulez le prendre comme ça. De mon côté? À votre niveau. En Afrique. Un visage qui vous a inspiré. Un visage qui m'a inspiré. Je vais pas vous mentir. Ok. Je vais pas vous mentir. Il y a rien. Juste que, en fait, ces questions, c'est un don. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur. Est-ce que vous voyez? Une personne comme moi, c'est un don. Moi, j'ai travaillé avec des maîtres d'hôtel. Mais moi, je ne suis pas diplômé à ce qui concerne les papiers des hôtels et tout. Mais lorsque je suis devant les maîtres d'hôtel, on me respecte. Pourquoi? Parce que c'est un don. C'est un cas très particulier. On l'a bien compris. Mademoiselle Solé. Alors moi, l'image qui m'inspire, c'est Madame Christelle Filan-Zololo, que je salue d'ailleurs au passage. C'est une dame qui est dans du textile, une jeune entrepreneur. Et elle m'inspire de nationalité congolaise. Mais elle a aujourd'hui des magasins un peu partout dans le monde.
Et c'est une dame, quand tu es assis avec elle, en fait, tu apprends beaucoup. Elle te communique cette joie-là, cette passion-là. Exactement. Et franchement, de par elle, j'ai envie d'aller plus loin. Voilà. Monsieur Mayoussa, Oui. c'est un sujet qui n'est pas épuisé, on en reviendra certainement. Et là, le temps court plus vite que nous. Une figure entrepreneuriale. Pas quelques figures, oui. Quelques figures. Je pense à Aude Mumba depuis la France. Ok. Je pense à Gabriela Essola, je pense la fondatrice d'Allo Scooter Logistique, ici au Gabon. Je pense beaucoup plus à monsieur Hervé Oyono, qui est le patron de la mythique Sauce Tartare, qui est devenu aujourd'hui Renouveau, qui a inspiré beaucoup de personnes, qui inspire beaucoup de personnes aujourd'hui et avec qui je travaille au quotidien personnellement, du fait que je sois déjà conseiller en communication, en charge des affaires administratives et juridiques de cette très belle structure. Donc des figures comme ça, il y en a. Alors, monsieur Mayoussa, et à vous tous d'ailleurs, tenez-vous bien, on fait un tour au Burkina Faso et c'est tout de suite. Chers amis, bonne arrivée au pays de l'homme intègre. Nous sommes au Burkina Faso dans notre rubrique Les mots d'ailleurs. Aujourd'hui, nous parlerons mouré. C'est une langue du Burkina Faso, je l'ai dit. Et cette langue a la particularité d'être la langue véhiculaire du Burkina Faso. Et elle est parlée par un peuple qu'on appelle Mossi. Mallory, tu vas t'essayer? Tiwugu F Zung Nen Tume, Entung Neng Leng Ned Neba Sen Kelj, Wen Naning Afrique Kemba Baka. Ah, tu n'as pas d'accent, Mallory? Alors, monsieur Barré. Tiyougou fait zen, Toumé, les dogs, les left dead, les basses, c'est dead, Yuning, Africa, Gamba Barka. Ok, c'est bien reçu. Monsieur Mayoussa, on va peut-être terminer par Yashmina, après vous. Oui, je vais m'essayer quand même. Après vous. Ok. Tiwour, Fzour, Netume, Niturleg, Ned, Nebas, Nkede. Wenaning, Afrique, Kababarka. Alors Yashmina, c'est pas du sango, mais je crois que ça s'apparente un tout petit peu. Tu vas te retrouver? Tiwungu Fezung, Ne Tume, Ne Tung, Ne Leb, Neba Sen Kelj. Wen Naning Afrique, Kamba Barga. Tiwo Zugun Tume, Ntonron Lebronet, Nevasin Kelrede. Wend Na Ning Afrique Kamba Barka. Osez l'action et devenez influenceur. Que Dieu bénisse les enfants d'Afrique.